Je suis Jacques Fradin, je suis de formation docteur en médecine, comportementaliste et cognitiviste, psychothérapeute. J'ai créé en 1987 l'Institut de médecine environnementale, qui est un institut privé qui traite de mode de vie et santé, autrement dit la prévention qu'on appelle aussi primaire, des maladies et donc en sens inverse de la santé. Et le sujet du comportement est un sujet qui s'est très vite révélé au cours des années, on va dire, 70, 80, 90, comme essentiel dans les changements de mode de vie. Autrement dit, la connaissance des facteurs de santé se révèle largement insuffisante pour amener, on va dire, la majorité des bien portants à faire de la vraie prévention. Donc il faut s'intéresser au sujet du comportement. Et de la prévention en santé à la santé préventive, si on peut dire, de la planète, il n'y a qu'un pas, puisque les comportements sont au centre de tout changement durable et collectif. Alors, plus précisément, médecine environnementale, prévention, comportement, comportementalisme, psychologie, psychothérapie cognitive, tout ce qui aide les individus à changer, mais plus précisément, je serais tenté de dire que pour un enjeu aussi vaste que l'enjeu sociétal, l'apport des autres disciplines que la psychologie, la sociologie, ça fait longtemps qu'elle s'y intéresse, et je dirais aujourd'hui les neurosciences, les sciences cognitives, les sciences du cerveau et, si je peux dire, de l'émergence de la pensée, la façon dont se constitue le raisonnement et la pensée et dont les comportements se construisent, est importante. Alors, les neurosciences tout particulièrement, au sens où on arrive d'abord dans quelque chose d'universel. Le cerveau, évidemment, ne dépend pas de la culture, il ne dépend pas même du genre dans une large mesure. On sait que le cerveau de l'homme et de la femme sont tout à fait comparables et semblables pour l'essentiel, à quelques influences près, donc de l'ordre de la modulation, pas de la nature, pas de la capacité. Et donc cette universalité nous permet de mieux comprendre quels sont les leviers qui peuvent concerner toutes les cultures, toutes les générations. Autrement dit, de s'intéresser un peu au hard du cerveau. Évidemment, ça ne résout pas tout, mais on va le voir, en tous les cas, c'est ma conviction, un certain nombre de standards, un peu comme en jazz, un certain nombre de leviers, et plus précisément aujourd'hui, pourrait-on dire, d'attitudes, sont prédisposantes à certaines mutations, à certains changements, et c'est bien là l'objet. Alors le changement en direction de la société durable est un changement, je dirais pas de nature particulière, parce que bien souvent dans notre vie d'individu, nous effectuons des changements comparables, c'est-à-dire passer de l'enfance qui vit le présent, l'instant, l'impulsion, vers l'adulte qui anticipe, qui construit sa vie, qui construit des futurs, qui s'intègre dans une famille, qui s'intègre dans une société, dans un métier. Donc ce changement de plan, de l'immédiateté, de l'impulsivité ou de l'émotion vers ce qu'on peut appeler la raison, l'anticipation, mais aussi peut-être l'empathie, l'ouverture aux autres, ou je dirais la construction d'un film et plus seulement d'une succession de photos, si on peut le dire en langage un peu imagé. Cette mutation-là, autant je dirais, elle est dans une certaine mesure naturelle pour l'individu, quoique on s'aperçoit parfois qu'on ait du mal à réaliser ce saut-là, ou en tous les cas à le stabiliser complètement. Peut-être que la psychologie, d'une façon générale, essaie d'aider les individus à le faire. Comment peut-on aider une société? Comment peut-on aider, si je peux dire, le monde de l'économie, le monde des médias, le monde, je dirais, de la politique, dans une certaine mesure, à effectuer une telle mutation, d'abord en lui-même, par lui-même, c'est-à-dire mieux en adopter les enjeux et les objectifs, mais aussi d'en avoir des outils, des leviers d'action. Or, la première chose qui me vient à l'esprit pour essayer d'éclairer cette réflexion-là à travers le langage du cerveau, si on peut dire, c'est ce qu'on appelle les deux modes mentaux principaux qui sont émergents, si on peut dire, sur l'activité de l'ensemble du cerveau. Tout se passe comme si notre cerveau avait deux grandes aptitudes. Une aptitude à gérer le connu, à plus exactement organiser la maîtrise
de nos événements, de nos compétences, de nos routines, le mode automatique, et puis un autre mode qu'on peut qualifier d'adaptatif, qui est un mode grand angle, un mode zoom arrière, si on peut dire, qui permet de situer davantage nos actions dans un espace-temps plus large, et donc d'anticiper, en quelque sorte, de construire en temps réel des innovations au quotidien, ce qu'on peut appeler le bon sens, ce qu'on peut appeler l'intuition, mais pas au sens de l'impulsion, tout au contraire, une espèce de capacité véritablement à prendre de la distance, de la hauteur, comme on veut. Et cette capacité-là, les deux modes mentaux permettent non pas de l'expliquer, mais en tous les cas d'en donner quelques leviers pour la faciliter. Alors en économie, il y a un certain Kahneman, prix Nobel d'économie, qui a repris ces travaux qui sont déjà anciens sur les modes mentaux, qui ont été approfondis par les neurosciences. On comprend mieux où se situe cette bascule entre un mode plutôt automatique qui mobilise plutôt les territoires sensorimoteurs et qu'on appelle plus ancien, médian, postérieur, et un mode plus adaptatif, plus focalisé, centré, piloté, si on peut dire, par le cortex préfrontal situé dans le front, derrière le front et en avant du cerveau, au niveau des territoires les plus récents, on va dire. Des territoires qui ne servent qu'à structurer, qu'à organiser la pensée et non plus à concevoir, si je peux dire, notre relation à nous-mêmes ou au monde. On est plus dans la réorganisation, réorchestration de l'ensemble. Eh bien, ces deux modes, système 1, système 2, selon Kahneman, mode mental automatique, mode mental adaptatif, dans une vision plus psychologique, ces deux modes nous permettent, dans un cas, de gérer, encore une fois, la compétence, le connu. Ils ont donc des caractéristiques, dans les travaux que nous avons réalisés à l'IME, l'Institut de médecine environnementale, si grandes caractéristiques qui résument, alors évidemment, on pourrait les résumer autrement, mais elles ont le mérite, disons, ces caractéristiques telles que je vais les décrire, de résumer de façon relativement intuitive le zoom, en quelque sorte, qu'effectue le cerveau suivant qu'il est dans un mode ou dans l'autre. En automatique, c'est routine, persévérance, si on peut dire, capacité à retester une hypothèse qui semble ne pas marcher à un moment donné, parce que la plupart du temps, la procédure est mal faite, en quelque sorte, on s'y est mal pris, mais d'habitude ça marche. La binarité, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est évidemment réducteur, on le sait tous, mais d'un certain point de vue, ça permet de cataloguer, de classifier, de capitaliser en quelque sorte la connaissance et de l'échanger. Une somme de certitudes, si je peux dire, pour prendre l'image numérique de 0,1, donc d'image binaire, ça fait une image nette, hein, une image numérique plus vraie que le vrai, parfois, si on peut dire. Donc des arbres décisionnels, des choses simplifiées, mais opérationnelles dans la plupart des cas, tout du moins dans un contexte maîtrisé et connu. Ensuite, l'empirisme, c'est-à-dire qu'entre l'ensemble de ces stratégies pré-câblées, pré-organisées par l'expérience et par la culture, eh bien, il y a souvent des arbitrages qu'on peut appeler l'empirisme. Autrement dit, on va chercher entre plusieurs stratégies celle qui semble la plus opérante, la plus pertinente, la plus tangente à la courbe, en quelque sorte, du réel, parce que le réel est quand même un petit peu plus subtil que nos idées. Et puis, en dernier lieu, ce qu'on pourrait appeler aussi l'empirisme social, notre idée des autres. Pas seulement de nous-mêmes, mais comment les autres vont-ils réagir à un niveau relativement émotionnel? Va-t-on être rejeté ou aimé, en quelque sorte, ou combattu, ou ridiculisé, marginalisé, j'en passe. Donc ça, c'est le mode automatique qui est ni bon ni mauvais. Il est très pertinent dans la grande majorité des situations quotidiennes de la vie adulte, notamment quand on a créé ces milieux et ces zones de référence, et qu'on n'est pas en difficulté, si on peut dire, qu'on n'est pas en échec, qu'on n'est pas en souffrance répétée, si je peux dire. Et puis à l'opposé, le mode adaptatif, qui n'est pas, si on peut dire, en quelque sorte, uniquement là pour rattraper les échecs du mode automatique. C'est ce qu'on vit pourtant quand on est en mode automatique. On a l'impression que le non-contrôle est dramatique ou douloureux, inquiétant.
Alors que quand on est réellement dans l'autre mode, qu'on a changé de posture, qu'on a changé de regard, alors c'est presque comme si ce qui faisait peur et qui était déstabilisant dans un cas devient attrayant et riche. Les mots-clés pour le définir, et vous allez voir qu'ils sont à l'opposé du mode précédent, c'est curiosité qui s'oppose à routine. En fait, quand on est en mode curieux, on n'est pas inquiet de cette nouveauté, on est désireux d'aller la voir, on y trouve de l'attrait, comme on trouve de l'attrait à la routine bien maîtrisée, le plaisir du travail bien fait, par exemple, c'est une routine maîtrisée. À l'opposé, la curiosité, c'est en quelque sorte un désir, un appétit pour l'inconnu, si on peut dire. Et on le voit bien à certains moments, quand on est en vacances, quand on est en train de découvrir quelque chose de neuf, de façon qu'on s'entende, si je peux dire, qu'on est réellement dans cette posture d'ouverture. Donc, continuons les autres dimensions miroirs de la précédente. Face à la persévérance, il y a la souplesse, la capacité de s'adapter comme le surfeur sur la vague. Il y a la nuance qui s'oppose à la binarité. Il y a la relativité qui s'oppose au programme tout prêt, à l'arbre décisionnel. Autrement dit, il y a des angles de vue. On peut dialoguer avec des gens qui n'ont pas le même point de vue quand on est en mode adaptatif, parce qu'on a conscience que chacun ne représente vraisemblablement qu'un point de vue sur le monde et une expérience particulière. Et donc on échange entre expériences en ayant conscience que vraisemblablement le monde intègre plus ou moins ses réalités personnelles. Et puis en dernier lieu, comme on n'est plus dans un modèle qui est toujours pertinent ou presque pertinent, comme dans l'empirisme, on est souvent en train d'explorer de l'inconnu, donc on crée des expériences nouvelles, des points de vue nouveaux, et donc on est là pour non plus seulement en trouver des tout près moins mauvais que d'autres, mais pour en créer de neufs. Et là, on est au stade de la validation. La rationalité, c'est en gros chercher si, en faisant comme si, il va bien se passer cela, comme notre modèle hypothétique le suggère. Autrement dit, on fait une expérimentation. Et si les choses se passent comme prévu, c'est en faveur du modèle que l'on croit peut-être pertinent. Donc on expérimente, et puis si ça fonctionne un peu, si ça se confirme un minimum, si ça se reproduit dans des conditions comparables, alors on va passer à un stade décisionnel qui n'est plus, si je peux dire, probabiliste comme le précédent, au niveau de quelque chose de déjà expérimenté, qui n'est plus probabiliste au niveau social de ce qui paraît acceptable, mais qui au contraire est une prise de risque individuelle. Et cette prise de risque individuelle est donc fort différente, elle est lucide, alors que dans le mode automatique, quelque part, on a le sentiment que si on fait comme d'habitude, on joue sécure, on joue sûr, on joue tranquille. Ce qui n'est pas forcément vrai, loin de là, on voit bien que dans notre société d'aujourd'hui, la sécurité n'est pas forcément une bonne réponse. Alors pourquoi suis-je aujourd'hui pour une conférence ou une mini table ronde avec Thierry Libert sur effectivement le rôle des sciences cognitives, des thérapies cognitives, des neurosciences cognitives ou comportementales dans le domaine de la communication, du marketing, de la publicité, et dans sa relation avec le développement durable, une société durable et viable, pour ne pas dire désirable, parce que précisément, je pense que les neurosciences, on l'a évoqué tout de suite rapidement sur le mode adaptatif, mais il y a d'autres dimensions. À l'Institut, on vient de réaliser une étude avec la mairie de Paris sur la consommation d'énergie dans l'habitat à Paris. Et il apparaît qu'un certain nombre de caractéristiques psychologiques facilitent, enfin sont associées plus exactement à un comportement plus durable, et d'autres ne le sont pas. À l'opposé du mode adaptatif dont je parlais, dans le mode automatique, il y a des sous-modes, si on peut le dire ainsi, et notamment une caractéristique du comportement social qu'on pourrait dire premier, hiérarchique. On le voit apparaître très tôt dans l'évolution des espèces, les notions de dominance et de soumission. Eh bien, lorsqu'on identifie un comportement dominant chez l'humain, par des questionnaires en l'occurrence, eh bien, on s'aperçoit que c'est un facteur majeur dans cette étude de résistance au changement. Donc ça, c'est un élément qui, à ma connaissance, n'avait pas encore été étudié, qui pourrait, comme les modes mentaux évoqués par Kahneman, et donc ce qu'on appelle des nudges, des coups de pouce étymologiquement, coups de coude plutôt, qui peuvent faciliter la communication orientée développement durable, autrement dit la publicité par exemple,
ou les modes de communication. De la même façon, identifier d'autres facteurs favorables ou défavorables doit permettre logiquement d'adapter des mécanismes de communication. Donc on voit, on est bien loin de la psychothérapie, quoique peut-être pourrait-on parler non pas de thérapie de masse, mais en tous les cas de facteurs facilitant des prises de conscience et de partager des objectifs. Donc il est clair que, en fait, qu'est-ce qu'on peut conclure des neurosciences? On a tous un cerveau complet, on est tous capables d'anticiper, mais pas tout le temps, et pas toujours, et pas sur tous les sujets. Non seulement parce que notre histoire nous prédispose plus ou moins, notre éducation, notre vie, nos expériences émotionnelles, notre personnalité aussi, mais probablement également parce que nous ignorons trop aujourd'hui les leviers qui facilitent, ou pas. Un exemple, un certain Olivier Houdet, un chercheur français, a publié en 2000 une étude Princeps, comme on dit, première sur le sujet, montrant que suivant la façon dont on pose une question sur un problème logique, 90% des gens ne résolvent pas ou résolvent. Donc ça montre que la pédagogie, autrement dit la façon de mettre les gens en posture, de comprendre, de se mobiliser et de résoudre, va du tout au tout, alors qu'on a longtemps beaucoup dit, et on dit encore parfois, que la génétique ou la culture, au sens des années, voire décennies de vie qui précèdent l'éducation, sont cruciaux dans la capacité à mobiliser un comportement logique. Eh bien non, en fait, on s'aperçoit que ça peut être extrêmement immédiat, suivant la façon dont on procède. Dans une certaine mesure, n'est-ce pas le rôle, bien sûr, des enseignants, des managers, mais aussi des gens de la com, de la pub ou de la politique, oui, je pense, et d'ailleurs ça s'est passé dans l'histoire. Suivant la façon dont on pose une problématique, on sait bien que les électeurs ne se comportent pas de la même façon, non seulement parce qu'ils ont une posture différente, mais parce que peut-être aussi ils ont l'impression d'avoir un interlocuteur différent ou un système différent. Donc nous sommes capables, collectivement, d'être intelligents, anticipateurs, motivés par ça, de trouver cela désirable. Sans doute faut-il travailler davantage les leviers qui permettront d'y arriver. D'habitude, d'ailleurs, ces mutations ont lieu. Simplement, elles sont plus ou moins longues. Et j'aurais envie de donner un exemple marquant. Certaines mutations prennent des décennies ou des siècles pour se produire. On le voit dans beaucoup de domaines. Un exemple opposé, celui du numérique. Vous avez peut-être en mémoire la bulle Internet de 1999, le crash Internet de 2000, et si je ne m'abuse, le tsunami Internet qui a suivi à partir de 2005-2010. Ça montre comment, lorsque des gens se sont posé la question, des organisations telles que Google, Apple et pas mal d'autres, de faire des produits friendly, comme on dit aujourd'hui, donc de l'ergonomie, de se demander qu'est-ce qui était le frein à l'entrée dans le numérique, qui faisait que les 1% de geeks de 99 devenaient une écrasante majorité de gens aujourd'hui, c'est parce qu'on a rendu la chose plus accessible, mais aussi plus désirable, et peut-être qu'on a créé le monde qui allait avec. Donc, il faut un siècle ou deux, ou il faut parfois quelques années. Donc, je ne pense pas du tout que les problèmes soient insolubles ni inaccessibles. Je pense par contre qu'on a beaucoup de choses à apprendre, des connaissances sur le cerveau qui vont permettre assurément de gagner du temps, de rationaliser, de mieux partager, de passer d'un débat d'idées, personne contre personne, croyance contre croyance, à des débats plus, j'espère, objectifs. En tous les cas, c'est ma conviction que le domaine de la communication et de la pub n'ont pas à être exclus du développement durable. On appelle d'ailleurs ça le marketing vert aujourd'hui. Les nudges de première génération, ceux qui existent aujourd'hui, qui sont déjà opérationnels et validés, montrent que même le mode automatique est orientable d'un certain point de vue. Une fois qu'on a compris comment il fonctionnait, ce qu'on appelle le biais par défaut, en d'autres termes, le mode automatique est un mode peut-être plus économe en énergie que le mode adaptatif. On a beaucoup plus de plaisir à faire des choses compliquées en mode adaptatif, alors qu'en mode automatique, on cherche à faire au plus simple. Donc, trouver des nudges qui tiennent compte de cette réalité-là, de ce biais-là, pour nous qui sommes tous une grande majorité du temps en mode automatique, donc simplifier les choses. À l'opposé, faire naître la curiosité, faire émerger des choses, des nudges. Il y en a beaucoup plus que la simple économie d'énergie dont je parlais. Il y a aussi des nudges qui jouent sur l'image sociale, notamment sur la reconnaissance, les smileys souriants qui donnent des effets assez intéressants, même quand ils sont dessinés sur une facture d'électricité, par exemple, on s'aperçoit que ça a un impact.
Mais il y a aussi des nudges qu'on peut qualifier de deuxième génération qui faciliteraient ce changement de posture, et bien d'autres encore. Donc je pense que non, la pub, si je peux dire, telle qu'on l'a connue, favorisant une consommation, si je peux dire, éperdue, oui, cette pub-là, probablement, aura-t-elle atteint ses limites. Par contre, je ne pense pas que la publicité, avec un P majuscule, soit au terme de son mandat. Je pense au contraire que c'est un moyen, effectivement, de faire passer des messages. Le tout est de savoir lesquels et de trouver, si je peux dire, le son et l'image qui vont ensemble. Autrement dit, quels sont les bons leviers pour obtenir les bonnes performances souhaitées. Ça, c'est pour les marques. Et puis, bien entendu, je pense que les institutions aussi ont besoin de leviers de communication pour la prévention dans le domaine de la santé, mon domaine de départ, pour les grands changements d'orientation, faire des investissements publics. Si les gens ne suivent pas, on sait bien que c'est peu motivant pour tout le monde. Donc voilà, je pense que ces connaissances-là doivent pouvoir empouvoirer, si j'emploie un terme québécois, dérivé de empowerment en anglais, donc donner les moyens, les ressources pour obtenir des objectifs qui paraissent encore aujourd'hui compliqués. Alors, T3C fait partie des organisations, si on peut dire, qui prennent le taureau par les cornes et qui posent les problématiques telles qu'on vient de les évoquer tout de suite. C'est effectivement un sujet tout à fait nouveau. Bien sûr, les nudges ne sont pas tout à fait nouveaux, mais le poser sous l'angle de la rencontre des sciences et même interdisciplinaires et des gens du métier, je pense que les initiatives pour l'instant sont petit nombre et que justement il faut que ça accélère. Merci Jacques. Merci à vous.